Alors bonjour à tous chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, on va pouvoir commencer aujourd'hui un premier cours de troisième sur la décolonisation, donc le chapitre qui vient après la guerre froide. Ceci dit, pour les quatrièmes, si vous les regardez, il n'y a pas de problème. En plus, il y a 2-3 choses en introduction qui va concerner votre programme. Donc pour cette première vidéo, on va juste faire l'introduction du chapitre. Je vous enverrai du coup le cours, j'ai encore un ou deux petits trucs à modifier, le cours tapé. Et je vais essayer de vous apporter dans cette petite vidéo les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce nouveau chapitre. Nouveau chapitre qui s'intitule « De la décolonisation aux nouveaux États ». Alors pour commencer par expliquer un petit peu le titre, pour savoir ce que c'est que la décolonisation, il faut partir d'un préalable, c'est-à-dire savoir ce que c'est qu'une colonie. Une colonie, c'est donc un territoire conquis, dominé et exploité par un pays étranger. Ça, normalement, pour les quatrièmes, c'est assez frais dans votre mémoire. Pour faire simple, c'est un pays qui va conquérir, qui va capturer, qui va envahir un autre pays et considérer que ce pays lui appartient. Et il va ensuite l'exploiter pour son profit. C'est pour ça que j'ai commencé par mettre une petite illustration qui représente Christophe Colomb qui arrive aux Amériques. Pourquoi? Parce qu'on peut estimer que dans la colonisation européenne, il y a deux phases. La première phase, elle commence notamment avec Christophe Colomb. Parce qu'en arrivant aux Amériques, Christophe Colomb ne se contente pas de découvrir, entre guillemets, les Amériques. En fait, il prend possession des territoires qu'il va découvrir. Et c'est ce que vont faire les autres navigateurs, les autres grands découvreurs à sa suite. Et ce processus donc, va commencer la première colonisation européenne. Ici, vous avez du coup une carte du XVIIIe siècle, du commerce notamment au XVIIIe siècle. Les quatrièmes, vous reconnaissez voilà, le commerce triangulaire ici. Et cette carte du XVIIIe siècle représente les différentes colonies européennes. Vous voyez que essentiellement les colonies européennes, notamment les colonies espagnoles en Amérique du Sud ou les colonies anglaises et françaises en Amérique du Nord, se concentrent sur les Amériques. Ailleurs, en Afrique et encore plus en Asie, ce sont avant tout des comptoirs. Les Européens à l'époque, c'est pas qu'ils veulent pas prendre ces territoires, c'est qu'ils n'en ont pas les capacités tout simplement. Quand ils arrivent ce qu'on appelle les Indes occidentales, mais donc aux Amériques, ils bénéficient d'une supériorité technologique qui leur permet de conquérir relativement facilement ces territoires. Et ensuite, ces territoires vont être exploités, donc, comme vous l'avez vu en quatrième, c'est le système des grandes exploitations, avec des grandes plantations, avec par exemple le sucre, le tabac, le coton, etc. Et toute cette exploitation de ce territoire-là bénéficie aux métropoles, c'est-à-dire à la France, à l'Angleterre, à l'Espagne, etc. Donc ça, c'est la phase au XVIIIe siècle. Cette première phase de colonisation européenne, elle va se terminer entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. En gros, c'est la période, en France, c'est la Révolution française et l'Empire de Napoléon. Parce qu'en fait, ces colonies aux Amériques vont prendre leur indépendance. C'est-à-dire qu'elles vont quitter du coup la domination des pays européens. Ils reprennent leur liberté en quelque sorte. Ils prennent leur liberté, ils prennent leur indépendance. C'est le cas le plus célèbre, il est représenté ici, donc le 4 juillet 1776, quand les États-Unis déclarent leur indépendance à l'Angleterre. Les États-Unis étaient donc une colonie anglaise et par cet acte, ils décident de couper les ponts avec l'Angleterre et de devenir indépendants. Et ensuite, on va donc rentrer avec le 19e siècle, donc c'est les années en 1800, je rappelle, dans ce qu'on va appeler donc l'ère industrielle et la deuxième phase de la colonisation. L'ère industrielle parce que, ça on avait commencé de le voir avec les quatrièmes sur notamment le dernier voyage du téméraire. Le 19e siècle, c'est l'ère de l'industrie, de l'industrialisation de l'Europe, avec au départ l'invention de James Watt, de la machine à vapeur, et son utilisation, et tout un ensemble de découvertes, donc les utilisations, ça peut être les premiers trains à vapeur, les bateaux à vapeur, les premières usines, etc. Je passe rapidement là-dessus. Mais ces découvertes vont faire que l'Europe va avoir un immense avantage technologique et scientifique à ce moment-là par rapport aux autres pays du monde. Et en fait, cet avantage, ils vont l'utiliser pour se lancer dans de nouvelles conquêtes. Ils ont perdu en quelque sorte leur colonie d'Amérique, mais le 19e siècle et les progrès qu'ils ont pu effectuer
que ce soit en termes technologiques ou scientifiques, vont leur permettre, cette fois, de conquérir de nouveaux espaces. Alors, ces conquêtes du 19e siècle, cette colonisation au 19e siècle, on l'observe bien sur cette carte. Alors, vous remarquez tout de suite que voilà, l'ensemble du territoire africain, si je fais référence à la légende, l'ensemble du territoire africain, à quelques rares exceptions, est colonisé par les puissances européennes. On voit par exemple, je sais pas, l'Égypte et le Soudan, donc colonie anglaise. Pour la France, on va voir le Maroc, l'Algérie. Tiens, ça me fait drôle, j'ai pu dire Maroc et Algérie dans une même phrase sans sentir d'excitation de votre part. Donc le Madagascar, etc. Plus surprenant peut-être, on voit la petite Belgique qui réussit à conquérir l'immense Congo. Et là on voit bien donc, cette soif de domination, de puissance des puissances européennes. C'est ce qu'on appelle notamment l'impérialisme, c'est-à-dire cette volonté de conquête. Parce qu'après tout, les Européens, ils avaient un avantage technologique, mais ils n'étaient pas obligés forcément de se lancer dans cette conquête du monde, de l'Afrique et de l'Asie du Sud. Mais c'est ce qu'on appelle donc l'impérialisme, c'est-à-dire la volonté qu'ont les Européens de dominer et de conquérir. Cette conquête, elle se double d'un racisme omniprésent, qui est très très présent dans les sociétés européennes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Petite preuve ici avec cette illustration qui vient du Tour de France par 2 enfants. Alors ce livre, c'est un manuel de lecture pour les enfants de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et cette image, cette illustration, alors vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un grand classique des profs d'histoire géo. Les profs d'histoire géo aiment bien cette illustration parce qu'elle est très claire. On se rend compte qu'on apprend aux enfants de l'époque qu'il y a une race blanche, une race rouge, une race jaune, une race noire. C'est pas tout, ils ajoutent la race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite surtout l'Europe. La plus parfaite des races. Donc on vous dit clairement ici, on enseigne aux élèves la supériorité de la race blanche. Pour vous dire que même si le racisme est toujours présent aujourd'hui, on n'est quand même pas au même point, heureusement. Ce racisme, il va encore plus loin, même au cours du XXe siècle. C'est pas quelque chose qui disparaît comme ça. Par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, donc entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, on trouve par exemple à Paris des zoos humains où sont enfermés, sous diverses modalités, mais des êtres humains qu'on a amenés souvent de force en métropole et que les badauds viennent observer comme ça. Si ce sujet-là vous intéresse, vous avez un excellent reportage sur YouTube, un reportage Arte qui est présent sur YouTube, vous tapez Zoo Humain Arte, vous le trouverez, c'est vraiment très très intéressant. On arrive maintenant donc à ce qui nous intéresse véritablement, une carte cette fois qui date de 1945, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette carte, en fait, vous voyez qu'elle n'est guère différente de la précédente. Ça veut dire que malgré les 2 guerres mondiales, en fait, les puissances européennes tiennent toujours leurs colonies. Ça n'a pas changé. Donc même après ces difficultés durant la Deuxième Guerre mondiale, la France a conservé son empire. L'Algérie, le Maroc sont toujours des colonies. C'est la même chose pour l'Angleterre, qui a toujours les Indes britanniques. Cependant, il y a une petite nuance quand même à apporter que nous montre cette carte, c'est les petits points levés que vous voyez peut-être un petit peu, sans doute pas trop, sur certains territoires colonisés, et on voit un mouvement de contestation anticoloniale. C'est-à-dire qu'en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même petit à petit des mouvements qui contestent cette colonisation, qui commencent à refuser, qui commencent à critiquer le fait que leur pays soit placé sous la domination, par la force d'ailleurs, sous la domination des puissances européennes. Et c'est justement donc ça qu'on va étudier dans ce chapitre, ce sont justement ces mouvements de contestation anticoloniale qui vont aboutir à la fin à ce qu'on appelle la décolonisation. Donc la décolonisation, si on veut faire simple, processus dans lequel une colonie accède à l'indépendance. C'est-à-dire comment les pays qui ont été colonisés au cours du 19e siècle, notamment les pays africains, mais aussi les pays d'Asie du Sud, comment ces pays vont retrouver leur liberté, vont en fait devenir véritablement indépendants. Pour étudier ce chapitre, il ne faut jamais oublier qu'on est dans le contexte de la guerre froide. Je vous rappelle, ces 2 chapitres-là, ils se passent à la même période. Je vous donne un exemple, l'indépendance indienne, en 1947, elle est donc
en même temps que les discours de Truman et de Jdanov qu'on avait étudiés sur la guerre froide. Le mur de Berlin, il est construit pendant la guerre d'Algérie. Donc on a quand même vraiment ici des exemples qui montrent qu'il ne faut jamais oublier cet affrontement de la guerre froide, qui est un petit peu une toile de fond à la décolonisation, avec notamment un rôle important que vont jouer dans cette décolonisation les États-Unis et l'URSS. D'où mon introduction, hein, c'est ce qu'on copierait normalement sur la fiche d'introduction, que je vous enverrai. Comment les pays colonisés ont conquis leur indépendance après la Deuxième Guerre mondiale, et à quelles difficultés sont confrontés ces nouveaux États. Alors, j'espère que voilà, avoir été clair par rapport à cette introduction, et je ferai ensuite donc la prochaine vidéo sur le grand 1, qui s'intitulera « Un contexte favorable ». Voilà, je vous remercie et bonne journée.